Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine dans le chaudron? Comme d'habitude, on a fait bouillir le chaudron sur le grand feu, dans le jardin. Je suis arrivé longtemps à l'avance pour préparer le chaudron. On a mis à mijoter pas mal d'ingrédients. Alors on a mis une pincée d'amour, une pincée de connaissance, une grosse poignée de ressenti. On a mis un gros bouquet de plantes diverses et variées, je ne vais pas vous les donner, c'est une recette magique le chaudron du druide. Et nous sommes arrivés à laisser cuire ça pendant un certain temps, quelques heures, et quand j'ai ouvert le chaudron, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé déjà une contrée magnifique, donc là ici on est dans la région de Poitiers, donc c'est le... la Vienne. C'est la Vienne. 86. Voilà, on est dans la Vienne. Un lieu paradisiaque, avec un petit étang, avec un bois. Enfin bon, on est vraiment à la campagne, Il y a des plantes sauvages plein partout dehors. Et on a notre ami qui est... Comment je vais te présenter fabricant d'élixir. Fabricant et concepteur. Concepteur et fabricant. Ouais. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Ok. Concepteur et fabricant d'élixirs floraux. Voilà. Bah écoute, pour nos amis qui ne te connaissent pas du tout, pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter, dire qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, et surtout comment tu en es arrivé là? Alors donc Stéphane Gillet, je conçois des élixirs depuis une dizaine d'années environ et j'ai créé une gamme d'élixirs qui s'appelle les essences de lumière depuis 5 ans à l'issue de tout un cheminement et de tout un travail qui a débuté il y a une petite dizaine d'années. J'ai un parcours, comme beaucoup de gens, dans le milieu de la phytothérapie, un petit peu atypique. J'ai d'abord eu des activités professionnelles complètement classiques, tout à fait traditionnelles. Et à un moment donné de ma vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité de démarrer une activité de commercialisation de plantes en phytothérapie, que je fais encore d'ailleurs dans un magasin à Paris avec une société qui s'appelle Herbeus. Et puis dans le cheminement de la vie, je me suis rapproché de la nature, puisqu'à Paris, bon, c'est pas toujours évident, et je suis allé vivre à la campagne. Et là, actuellement, c'est la deuxième, je dirais, implantation dans le milieu naturel et à la campagne que je fais, puisque je viens d'arriver dans cet endroit que Gérard nous a rapidement décrit il y a 3 mois, qui est un lieu de nature que j'ai choisi pour poursuivre mon travail avec la nature dans le cadre justement de la conception et de la réalisation d'élixirs floraux. Alors, je m'excuse, je te coupe, mais pourquoi ici? Alors, j'avais pas déterminé particulièrement la Vienne, ni dans le Tour de Poitiers, etc. Je voulais vivre un peu plus au sud, plus à l'ouest, et dans une zone qui soit une zone géographique qui soit optimum par rapport à ce que je souhaite réaliser maintenant. C'est-à-dire un lieu de nature préservé, c'est très important, notamment sur le plan environnemental, un lieu de nature qui ne soit pas pollué, où l'agriculture environnante soit favorable, c'est-à-dire principalement engagée dans la démarche de l'agriculture biologique, et une
géographique variée, c'est-à-dire où se côtoient des zones humides, où se côtoient des zones de forêt, des zones de prairies, qui puissent permettre la plus grande diversité végétale, c'est-à-dire de pouvoir avoir avec soi, proche de soi, des plantes de prés, des plantes des champs, mais aussi des plantes de marais et des plantes de sous-bois, qui sont chacune dans des biotopes un peu particuliers. Et l'intérêt d'un lieu de grande vitalité, c'est qu'il puisse, sur un espace assez réduit, pouvoir rassembler cette diversité. Lorsque dans la nature, une diversité telle peut se rencontrer, eh bien ça veut dire, ça signifie qu'il y a une très grande vitalité environnementale qui n'a pas été, je dirais, empêchée par tout type de démarches qui sont souvent des démarches humaines. Et donc je crois que ce lieu est ce que je viens d'exprimer. Ici, il n'y a aucune culture. Tu travailles qu'avec des plantes sauvages. Alors, pour l'instant, la saison, on est au mois de septembre, donc la saison des fleurs, je l'ai vécue ici en observateur. Je n'ai pas travaillé à proprement parler pour l'instant les élixirs de fleurs dans ce lieu. Auparavant, je vivais en Bourgogne et là, j'ai travaillé de manière active les élixirs de fleurs dans le lieu où je vivais. 90% des élixirs que je réalise sont issus de plantes sauvages. C'est-à-dire, après je pourrais, si tu le souhaites, détailler les critères qui font qu'on se tourne vers un lieu plutôt qu'un autre pour réaliser un élixir de fleurs. Et certaines, alors j'ai réalisé des élixirs par exemple de pommes de terre, des élixirs de fleurs de pommes de terre. Ah oui, de fleurs de terre. Des élixirs de fleurs de pommes de terre. Des élixirs de calendula, le souci des jardins, qui est une plante qui peut se ressemer toute seule, bien évidemment, mais que l'on peut aussi semer dans un endroit que l'on destine à la floraison. Alors, dans les démarches en réalité de culture, ce qui est, soit elles réussissent, soit elles ne réussissent pas. Une démarche de culture d'une plante doit être un succès si l'on veut réaliser un élixir. C'est-à-dire que si l'on essaye de vouloir réaliser un élixir à tout prix en semant et en se disant bon, ça donne ce que ça donne, mais il y a des petites fleurs, on peut y aller, c'est pas la bonne méthode. En revanche, s'il y a une semence abondante qui donne des résultats naturellement exceptionnels, eh ben, on peut se dire que le terrain est favorable à la réalisation d'un élixir, c'est-à-dire qu'en gros, pour parler, je dirais vulgairement, la plante se sent bien, elle donne le meilleur d'elle-même, et quand une plante donne le meilleur d'elle-même, ça se voit. D'accord. Alors ça m'intrigue ton histoire d'élixir de pommes de terre. Pourquoi un élixir de pommes de terre? Qu'est-ce que ça apporte un élixir de pommes de terre? Alors, bon, c'est vrai, la pomme de terre, c'est un exemple trivial, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une pomme de terre, et il n'y a pas plus commun qu'une pomme de terre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'amuser pour attirer l'intérêt à parler des orchidées, de lianes tropicales, etc. Pourquoi pas. Et on peut faire de très très beaux élixirs avec des plantes qui, à l'œil, attirent parce qu'elles ont de la poésie, parce qu'elles ont du parfum, parce qu'elles ont un imaginaire parfois exceptionnel. J'ai aussi fait des élixirs de roses, et on pourrait parler des roses aussi. Mais quand même, si je choisis la pomme de terre, c'est parce que, bon, elle est très commune. Oui, ça va. Et nous sommes habitués à ne penser qu'à sa production souterraine et à rarement observer les fleurs. Ce que je peux dire, c'est que la fleur de pomme de terre est très très belle. C'est une solanacée, comme l'est la tomate, l'aubergine ou certaines fleurs sauvages qu'on trouve dans la campagne, comme la véronique par exemple, qui fait aussi de très jolies petites fleurs. Et la particularité de ces fleurs, qui sont assez étonnantes, c'est qu'elles ont un regard vers la terre. C'est-à-dire que ce sont des fleurs qui, à la différence par exemple d'un tournesol,
ne vont pas forcément se tourner vers le soleil, qui vont parfois se tourner vers la Terre. Un élixir de fleurs, et je trouve qu'il est louable de reconnaître en chaque instant et en chaque être la beauté et la lumière, parce que la beauté et la lumière ne sont avares d'aucune de leurs bienfaits, et que même la fleur de pomme de terre y a eu droit. Après, l'élixir de pomme de terre, on pourra revenir sur la conception d'un élixir, ce qu'est un élixir, a ses particularités qui sont souvent liées à l'idée du changement, de la transformation, de la rupture, voire dans disons, la conception ultime de ces principes de la mort. Mais pas sur un plan toujours forcément triste et laborieux. Ça peut être juste de couper, de transformer, de changer quelque chose dans sa propre vie. Et l'élixir de pomme de terre peut aider à vivre une transformation en parfois coupant des liens avec certaines choses de nos vies qui peuvent nous empêcher à franchir certains pas. Voilà. Avant de rentrer un peu plus dans les spécificités des plantes et de la manière dont tu fais tes élixirs, d'une manière globale, un élixir de plante ou un élixir de fleurs, pour qui, pourquoi? Alors, la réponse, elle est en réalité très facile à donner, et très simple et très rapide, avant tout pour la fleur. Voilà. Pour la nature, pour la vitalité de ce qui nous entoure, et pour la renforcer. Voilà. En tout cas, dans ma démarche, c'est la réponse, la seule que je sais donner spontanément. Mais pourquoi est-ce que moi, Gérard Couffino, qui suis atteint de tous les maux de la terre, j'arrive pas à m'en sortir, qu'est-ce qui va me décider à utiliser des élixirs de fleurs ou de plantes? Ça va m'aider à quoi? Ça peut aider à énormément de situations. La gamme. Alors après, on peut parler des élixirs de fleurs d'une manière générique. Ouais. C'est ça qu'on peut envisager. Là, oui, c'était le but de la question. Alors, de manière générale, à quoi ça sert? D'accord. Bon. Alors, et après, il y a d'autres choses. Il y a aussi les tonalités énergétiques dans lesquelles certaines démarches liées aux élixirs de fleurs se mettent en place. Les élixirs de fleurs, c'est une histoire. Alors, on la connaît au travers des travaux d'Edward Bach, qui était un médecin anglais, qui a travaillé il n'y a pas si longtemps que ça. Les fameuses fleurs de Bach. Voilà, fameuses 38 fleurs de Bach, plus le Rescue. Faut savoir que le travail d'Edward Bach est admirable. C'est un homme qui a très vraisemblablement eu une remarquable inspiration, qui a voulu faire des élixirs de fleurs d'une certaine manière. Il faut savoir qu'il était médecin homéopathe et que bien d'autres moyens de sa connaissance lui auraient permis de réaliser des potions de fleurs. Il a choisi une méthode, la méthode de la solarisation des fleurs dans l'eau. Voilà. Et il a déterminé une gamme de 38 fleurs avec des spécificités bien particulières et des catégorisations qu'il a exprimées. Ouais. D'accord. Pour les gens qui ne savent pas du tout, comme moi, qui ne connais rien, parce que je suis un âne, la solarisation, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. C'est dans une eau, mettre une fleur et la porter au soleil pendant une certaine durée. D'accord. Voilà. Partant, l'objectif de cette démarche étant de communiquer la vibration de la fleur à l'eau. D'accord. Le soleil étant ce qui va précipiter, je dirais, ce contact et cette communication, tout simplement. Oui, c'est un peu le principe homéopathique. Je ne connais pas suffisamment les méthodes de création de produits homéopathiques, mais disons que en homéopathie, effectivement, il y a une matière qui véhicule une vibration. C'est ça, c'est ça. Et autant de fois est-elle diluée que ça ne change rien à sa vibration. Voilà. Donc, c'est ce qui a formé
principe de l'homéopathie. Oui. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc tu mets des fleurs dans l'eau pendant un certain temps, au soleil, que au soleil, pas à la lune, pas... Alors là, j'ai, disons pour rester générique, c'est la méthode qui est celle le plus couramment utilisée par moi et par globalement les gens, à ma connaissance, y compris Edouard Bach, qui ont fait les élixirs de fleurs et conçu les élixirs de fleurs. Maintenant, sans s'arrêter aux fleurs, il y a des gens qui conçoivent des élixirs de champignons, des élixirs des élixirs de beaucoup de choses, qui ne se réalisent pas forcément avec la lumière, en tout cas avec le soleil. Mais, et certaines autres personnes aussi réalisent des élixirs de fleurs sans même couper les fleurs. Voilà. Comment ça? On peut, quelqu'un qui a une capacité, je dirais, vibratoire, de retransmission vibratoire au travers de son corps, avec ses mains, avec son souffle, etc., peut très bien recueillir l'information, la vibration d'une plante et la communiquer à l'eau. C'est quelque chose qui est possible. Alors, c'est aussi une méthode qui est efficace et que je peux avoir utilisée parfois pour enrichir le travail d'une solarisation. Là, donc, en fin de compte, un élixir de fleurs, ce n'est que de l'eau et que de la fleur. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de... Alors, un élixir de fleurs, lorsqu'il vient d'être conçu, c'est-à-dire que lorsque la macération de cette fleur pendant quelques heures dans l'eau est réalisée, il n'y a que de l'eau et la fleur, et du soleil, et tout un art de concevoir. Une fois au moment de la fin de la solarisation, on intègre de l'alcool le plus rapidement possible à la fin de la solarisation. Globalement, alors après chacun a ses méthodes, la mienne c'est de faire 50-50 et d'intégrer à l'élixir un alcool, parce que j'utilise pas, comme Edouard Bach a pu le faire, du cognac, du brandy, j'utilise un alcool de blé, qualité biologique, et donc on est en parts égales entre l'eau de solarisation et l'alcool. Ce qui permet aussi d'avoir, au moment de la réalisation, un côté, je dirais, antiseptique pour cette eau. Et c'est couramment ce qui est utilisé pour la réalisation d'un élixir de fleurs. Et en tout cas, je fais comme ça. Et ensuite, on obtient, après cette démarche, on appelle un macérat mère, qui est un macérat donc de 50% d'élixir, 50% d'alcool. Qui va être dans la conception d'un élixir de fleurs, c'est-à-dire globalement ce sont des petites fioles qui peuvent être utilisées ensuite par un consommateur. Comme ça? Voilà, exactement. Par un utilisateur, une utilisatrice. Et cette fois-ci, il y a encore une dilution avec de l'eau et de l'alcool. D'accord. Voilà. Qui pour les essences de lumière est réalisée au centième. C'est-à-dire un centième d'élixir? Non. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Et 90 de mélange égal d'eau et d'alcool? Exactement. D'accord. Que tu fais resolariser, non? Non, pas du tout. Là, on est dans la fabrication. Alors ça, c'est une fabrication qui m'échappe totalement, et qui est, je dirais, heureusement, parce que c'est un travail qui est confié à un laboratoire, qui est un laboratoire pharmaceutique, qui réalise ce travail de dilution de l'élixir selon tous les critères qui sont les critères qu'un laboratoire pharmaceutique utilise pour réaliser des produits qui sont par la suite mis sur le marché sous la forme donc, de ces fioles que tu as montrées et qui sont des compléments alimentaires. Ah, c'est considéré comme complément alimentaire? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça ne rentre pas dans la législation médicamenteuse? Non, pas du tout. Ça rentre dans la législation des compléments alimentaires. D'accord. Qui est plus simple, plus souple.
Disons qu'ils demandent pour la mise sur le marché des produits un travail en amont qui est nettement moins important que serait celui d'un produit d'un médicament oui, qu'il faut oui, tester. oui, Ok, ok. D'autres secrets à nous révéler sur la fabrication ou on attaque les plantes maintenant? Alors, sur l'aspect secret, ce que je viens d'exprimer, c'est réalisable. C'est réalisable par beaucoup de gens. En réalité, l'élixir floral l'intérêt de l'élixir floral et de la dynamisation énergétique d'un principe floral est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire soi-même ah ben oui, tout le monde peut faire lui-même ses élixirs floraux. Absolument. D'accord. Oui, absolument. Un peu d'eau, quelques fleurs, du soleil, pas trop de vent. Après, il y a les conditions un peu aussi, être disponible au bon moment pour le faire, etc. Je pense qu'il faut aussi être dans une disponibilité, je dirais, relativement sereine. C'est pas quelque chose qu'on fait par-dessus la jambe juste pour mettre des fleurs dans l'eau. Il y a aussi une intention. Mais il ne faut pas en faire un travail trop cérémonial, un travail trop secret. C'est une pratique ouverte. D'accord. Ok. Oui, une pratique ouverte. D'accord, une pratique ouverte, c'est bien, ça me plaît bien, ça résonne bien. Ok. Alors là, j'ai un petit document où je vois plein de fleurs. Donc tout ça, ce sont tes réalisations. Voilà. Alors non, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Mais disons que ça, la pomme de terre. Il y a la pomme de terre. Ouais. Donc ça, ce sont les réalisations que j'ai réalisées. Enfin, ce sont des réalisations effectivement et qui sont commercialisées. C'est-à-dire qui ont fait l'objet du processus jusqu'à l'embouteillage que j'ai exprimé. Maintenant, il y a d'autres élixirs que j'ai faits, j'en fais beaucoup, mais qui ne sont pas forcément commercialisés, parce que je ne peux pas tout commercialiser. Après... Alors la pomme de terre, excusez-moi, mais... Alors aide à retrouver le sens de la vie dans des moments de souffrance intense, de deuil, de désespoir, permettra de garder la ferveur en la vie et aidera à intégrer dans un schéma constructif les situations difficiles auxquelles l'homme peut être confronté. Bon, bah écoute, maintenant je vais regarder la pomme de terre avec un autre regard. Ben, alors, ce que la nature aime, justement, c'est le regard de l'homme. Ouais. Voilà, de l'homme, des femmes aussi, bien évidemment, mais de l'humanité. Je pense que ce qui est important dans un élixir, c'est l'humanité. Et quand je disais qu'on fait un élixir avant tout pour les fleurs, parce que ce qui est fondamental dans la conception, dans son cœur d'un élixir, c'est ce regard que l'on sait à un instant porter sur ce qui est l'apogée d'une plante, sa fleur. D'accord. Alors là, ton catalogue, on va dire ça comme ça, va changer, parce que ça va dépendre de ce que tu vas trouver ici comme plante, comme fleur. Je ne sais pas si tout ton catalogue se trouve ici. Alors ça a fait un peu partie du cahier des charges aussi, de l'endroit. C'est bien évident que c'est un endroit que après il y a tous les processus d'acquisition, de rentrer dans un lieu qui demande plusieurs mois. Et j'ai visité cet endroit à plusieurs saisons. Ça a été aussi pour moi, entre guillemets, un signe de la faveur que cet endroit avait à recueillir mon travail, au sens où il y a des pissenlits, il y a des aquilées, il y a du gui. Alors il y a certaines plantes, en revanche, effectivement, que je n'ai pas retrouvé ici, comme le genêt, mais simplement si je regarde, là, il y a des cerisiers sauvages, il y a des carottes, il y a énormément de choses, mais aussi énormément de plantes nouvelles. Que tu n'avais pas au catalogue avant, que tu vas pouvoir faire maintenant. Voilà, alors on verra. Après, peut-être toutes ne sont pas ouvertes à un travail, mais je suis dispo pour aller à l'aventure de
transformer, parce que quand la matière du travail, c'est le lieu où l'on vit, c'est important de se tourner vers ce lieu comme un endroit qui guide le travail qu'on a à réaliser. D'accord. Par exemple, là, je vois la lavande. Ce matin, quand on a fait le tour du propriétaire, j'ai pas vu de lavande. Non. Alors, la lavande, c'est un élixir que j'ai réalisé. Alors, c'est une lavande de Bourgogne. Ce sont des plants de lavande que j'avais plantés chez moi. D'accord. Et donc, bon, elle n'était peut-être pas dans les dispositions optimum qu'elle aurait eues si elle était dans la Drôme, que sais-je. Donc, c'est peut-être l'occasion de chercher s'il faut recommencer un élixir de lavande, ce qui, je pense, serait une bonne chose. Soit partir dans le sud, travailler occasionnellement, comme j'ai pu le faire, en allant en Corse parfois. J'ai fait beaucoup d'élixirs en Corse, qui pour moi est une terre, je dirais, bénie par la vie, dans à la fois sa générosité et sa puissance, et qui donne aux plantes une telle capacité à exprimer le meilleur d'elles-mêmes que c'est dommage de travailler chez soi. Donc tu ne te contentes pas des plantes qu'il y a autour de chez toi, tu vas aussi te promener à l'extérieur. Il m'arrive d'avoir le plaisir d'aller découvrir la nature dans son aspect sauvage, et donc de réaliser des élixirs, notamment en Corse. Il y a une fougère, notamment l'osmonde, alors qui n'a pas été cueillie, qui a été réalisée celle-là avec les mains, et qui est une fougère d'ailleurs qui pousse dans des lieux un peu retirés et à l'ombre, et au bord des cours d'eau, et qui est une plante d'ailleurs qui est sauvegardée. Sur la réalisation de cet élixir, très clairement, les choses se sont faites uniquement dans une transmission énergétique et non pas dans la... D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des plantes particulières dont tu voudrais nous parler? Alors, oui, à l'esprit, par exemple, sans réfléchir. Alors, il y a une plante, c'est un élixir que j'ai fait en Corse, que j'ai fait en Balagne, sur les bords de la mer. C'est l'hélicryse, l'immortelle, qui est, j'ai coutume de dire maintenant, est-ce que c'est une expression qui m'est propre, c'est l'hélicryse est la mère du programme des essences de lumière. C'est un élixir que j'ai pour le coup longtemps voulu faire, qui a été très difficile à réaliser parce que je n'étais pas prêt, je pense, à concevoir cet élixir. Et l'immortelle, qui est une plante vraiment... je ne l'ai jamais vue aussi belle qu'en Balagne. C'est une plante qui est... l'énergie de l'immortelle favorise le mouvement, favorise la transformation, favorise vraiment l'audace lorsqu'il peut y avoir des schémas de peur ou des schémas de précaution. Ça ne veut pas dire qu'elle permet de faire des choses irraisonnées, mais au contraire, elle permet de faire entrer dans un schéma de raison, un mouvement profond et un mouvement puissant. C'est un élixir qui est absolument magnifique et qui permet d'intégrer à son existence de grandes transformations. D'accord. Ouais. Après, il y a aussi l'élixir de rose. Alors là, c'est une rose qui est la Rosa gallica, qui est une ancienne rose qui n'est pas spectaculaire, tant dans sa forme, dans son port. C'est une petite rose un peu buissonnante, que dans son parfum. Elle a un parfum discret. C'est pas des roses travaillées qui sont travaillées pour disons une excellence liée à leur parfum ou à leur forme, mais c'est une rose très ancienne, c'est la rose des apothicaires, c'est la rose qui est venue d'Orient, de l'Euphrate, et qui a été ramenée par, alors ce sont les histoires après, ramenée peut-être pas par eux, mais en tout cas dans la période du contact entre au Moyen-Âge, l'Occident et la période de l'Orient. Et c'est une rose que j'ai plantée en quantité chez moi en Bourgogne, et je vais faire une plantation ici aussi de Rosa gallica. Les plants sont déjà réservés, parce qu'en plus elle est assez difficile à trouver, tout simplement parce que c'est une base que les rosieristes utilisent énormément pour faire
des compositions, mais qu'il commercialise très très peu. C'est très difficile de trouver des Rosa gallica de grande qualité, et j'avais fait une très belle plantation, une centaine de plants chez moi en Bourgogne, et que je vais laisser, et je vais recommencer une plantation de Rosa gallica ici, dans la Vienne, chez moi, et qui donnera très très rapidement des fleurs en quantité. Voilà. Et la rose est bien évidemment, là pour le coup, exprime sur le plan énergétique l'imaginaire que l'on lui porte. C'est vraiment une ouverture cardiaque, une ouverture subtile. Oui. Elle aidera les gens qui ont besoin de plus d'intuition, qui ont besoin de se laisser un peu aller aux vibrations de la vie pour se faire du bien. D'accord. Voilà. Après, je les aime un peu toutes. Elles ont toutes une histoire. Elles ont toutes une histoire dans le cheminement que j'ai eu pour réaliser les élixirs. D'accord. Regarde, par exemple, je vois là que tu as fait un élixir de coquelicot. Ouais. Le coquelicot, on le trouve de moins en moins. Alors, le coquelicot... Le coquelicot, c'est la plante sauvage par excellence. On ne fait pas des plantations de coquelicots. Hein. Ça, on a... non. Alors ici, il y en a. Je sais que dans la petite vallée, petite descente qu'il y a pour aller vers le plan d'eau, il y a des coquelicots. Bon, actuellement, il n'y en a plus parce qu'ils sont tous fanés. Oui. La particularité du coquelicot, c'est que c'est une fleur extrêmement fragile. C'est-à-dire que vous cueillez un coquelicot, bon, 2 ans après, il est mort. Il n'y a plus grand-chose qui reste du coquelicot très peu de temps après. Et en même temps, lorsque vous observez une plantation de coquelicot, il y a une puissance rare. Le coquelicot peut très facilement, dans sa légèreté, devenir dominant dans un champ. Alors s'il n'était pas bien évidemment chassé pour des raisons de gestion des cultures, mais un champ de coquelicots c'est quand même assez puissant. Alors c'est sûr qu'on n'en trouve plus beaucoup, mais on en trouve, il y en a. Et le coquelicot fait énormément de fleurs. Il est très fugace, mais il est prolifère. C'est vraiment, et le coquelicot peut fleurir assez longtemps, pendant plusieurs semaines, dans la zone dans laquelle il est clos. De toute façon, enfin, je ne me rends pas compte, mais tu as besoin, quand tu fais des élixirs, tu as besoin de quelle quantité de fleurs? Alors pour réaliser un élixir, il y a besoin d'une toute petite quantité de fleurs. C'est-à-dire qu'un élixir se fait je réalise mes élixirs dans des... Après, il y a des gens qui ont des grands chaudrons, hein, mais pour ma part, un élixir se fait dans 1 litre, 1,5 litre d'eau, pas plus. Et la solution finale, c'est-à-dire le mélange de l'élixir d'eau avec l'alcool, parce que il y a toujours une petite perte dans le transvasement, etc., on a entre 2,5 litres et 3 litres d'élixir. Et donc pour ce 1 litre, 1,5 litre d'eau, tu mets quelle quantité de plantes? Ça dépend des plantes? Ça dépend des plantes. J'ai fait les élixirs de myosotis, par exemple. Ouais. C'est clair que des petits myosotis, il faut en cueillir un paquet pour remplir une petite vasque de fleurs. Maintenant, l'élixir de calendula ou l'élixir de rose, dans la réalisation matérielle concrète, cueillette et mise dans le flacon, enfin dans la vasque, est très très rapide, très très rapide. Mais d'une manière générale, la réalisation au moment de la réalisation de l'élixir est rapide. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans l'errance, on est dans la guidance d'un travail et on agit, en tout cas personnellement, ça se fait très rapidement. Le chemin pour arriver à cela peut être long, sinueux et complexe, mais la réalisation est fluide, simple et rapide. D'accord. Souvent. Là, sur un de tes flyers, je vois que tu donnes la recette des potions énergétiques. Voilà. Donc ça commence par une lunarisation. Alors j'aime l'idée que l'eau, à un moment donné, puisse être en contact avec, reposer et être en contact. Alors ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement, parce que parfois ça n'est pas possible. Dans la mesure où l'eau d'une source est récoltée sur le moment de la réalisation de l'élixir,
Mais on peut aussi porter à la Lune pour que l'eau bénéficie de l'influence lunaire, qui est une autre forme de lumière, avant d'être porté au Soleil. C'est-à-dire on lunarise, ensuite on utilise cette eau pour le contact entre la fleur et l'eau, et on met le tout au Soleil. D'accord. Et ensuite il peut y avoir une dynamisation manuelle de la part de la personne qui réalise l'élixir. C'est quelque chose qui n'est pas systématique, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être réalisé avec les mains, avec le souffle, ou simplement voilà. en faisant tourner l'eau dans le... Après, on peut, lorsque l'eau est récupérée et déjà standardisée avec de l'alcool, on peut la dynamiser par certains mouvements, mais ce n'est pas essentiel. D'accord. Ok. Bon, ok. Je crois qu'on a fait un peu le tour des élixirs. Donc toi, tu as à Paris 2 magasins, c'est ça? Alors, principalement mais 2 magasins qui commercialisent donc ces élixirs de fleurs, mais plein d'autres choses, aussi énormément de produits de la phytothérapie standard. D'accord, d'accord. Donc, de toute façon, vous avez vu depuis le début de la vidéo, il y a l'adresse du site, il y a le contact mail et il y a les adresses des magasins. Donc, en dessous de la vidéo, vous avez tous les renseignements. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que pour conclure, tu voudrais dire quelque chose à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Alors, oui, il y a quand même un point qui me semble important, c'est le bénéfice de l'élixir dans son usage pour celui qui va, celles et celui qui vont vouloir se tourner vers ça. Ouais. Alors bon, c'est une question que tu m'as déjà posée en disant, moi, je voudrais utiliser l'élixir, pourquoi je le fais, etc. Il n'y a jamais de mauvaise raison de penser que on peut utiliser un élixir, même si ça peut sembler quelque chose d'étonnant pour certaines personnes. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont utilisé l'homéopathie sans y croire, mais vérifier qu'il y avait un résultat. Parfois sur des enfants, et même parfois sur des animaux, des chevaux, des chiens, etc. Les élixirs de fleurs ont aussi, dans leur rapport vibratoire, quelque chose d'essentiel à communiquer. Et si je peux, mais là je ne prêcherai pas que pour ma paroisse, je dirais, j'encouragerais chacune à se tourner vers ce mode de communication avec la nature, parce que d'abord la nature le demande, parce que la nature en a besoin, et parce que plus que jamais, en nous tournant vers la nature, dans ce qu'elle propose de plus subtil au travers des fleurs, nous vitalisons ce qu'est la nature, ce qu'est notre environnement et ce qu'est la Terre. Et je pense que la Terre, la nature et notre environnement en ont besoin aujourd'hui, qu'elle l'appelle de nos souhaits, de ses souhaits, et que la Terre est gourmande des regards bienveillants que les hommes ont vers elle. Et se tourner et utiliser un élixir, c'est cette démarche-là qu'à un moment donné, on entreprend. Et donc on peut le faire pour des choses qui peuvent paraître complètement futiles, des éléments de stress de la vie qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui sont des peurs irraisonnées, qui sont des douleurs à passer, certains caps qui peuvent être liés, on en a parlé tout à l'heure, à des deuils, qui peuvent être liés à des conflits, qui peuvent être liés à tout un tas de situations que l'on n'arrive pas à surmonter. Et l'élixir de fleurs, c'est-à-dire la dynamisation de l'énergie de la fleur, va accroître notre potentiel, notre force et notre puissance, et vont nous permettre de passer ces épreuves, parce que l'être humain a une vie qui est souvent complètement émaillée de tout un tas d'épreuves, et si nous n'avions pas d'épreuves, je pense que nous aurions beaucoup perdu notre humanité. Et les élixirs de fleurs vont apporter un soutien réel, vibratoire, qui va, qui plus est, au-delà de nous aider à dépasser nos épreuves, vont nous faire grandir et nous faire nous élever
dans le rapport que l'on a au monde, mais aussi à soi et aux gens qui nous entourent et avec lesquels on a vocation à établir des liens, je dirais, de collaboration, d'amour et de bienveillance. Voilà. Donc, ne jamais hésiter à se tourner vers l'usage d'un élixir, même si parfois on trouve ça bizarre, ça vaut quand même très très largement le coup d'essayer cette aventure. Voilà. Eh ben, merci Stéphane pour ce moment passé avec toi. Merci Gérard. Merci de nous avoir reçus dans ton lieu magique. Parce que j'ai pas peur de le dire, j'ai vraiment trouvé l'endroit magique. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir pour faire d'autres vidéos où on rentrera peut-être plus dans la technique, dans la spécificité de certaines plantes. Un peu une formation en ligne, quoi. Voilà, chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide et l'aventure se termine maintenant. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Merci, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.